timeouts here for the Kings. Fox, 2, Fox from midcourt. Got it! De'Aaron Fox called game! 3 on 2. Sabonis the trailer. Oh! Express yourself, Domas! Herder for the lead! What a baby! Just the best sound in basketball. Salut à tous et bienvenue pour ce 3e épisode du Sacramento Talk de la saison. On s'était dit qu'on allait faire un petit point là, il y a des choses intéressantes à dire. Et pour une fois, c'est moi qui présente. Je suis pas tout seul, je vous dirai après. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'hab, mon fidèle comparse Olive. Comment ça va, Olive? Bah écoute, la forme, hein. On va voir ce que ça donne, ce petit changement d'animateur. Hein. Ouais, t'as vu ça? On va essayer. Tu gères ça. Je me transforme en Daniel Riolo, ça va être marrant. Titouan aussi est avec nous, notre CM Insta et TikTok. Comment ça va, Titouan? Est-ce que tu as réglé tes problèmes techniques? Tout va bien, les problèmes techniques sont réglés, il n'y a plus de problème. Au top. On est reparti. Et notre sage, je vais pas dire notre vieux à nous, notre Gandalf, oui. Flo de Sac Talkings FR, comment ça va, Flo? Bah, ça va impeccable. Toujours content de vous retrouver pour le Sacramento Talk. Ce petit cadeau avant Noël. Juste, on a une petite invité surprise parce que je lui ai promis. C'est ma fille, il y en aura pour 30 secondes. C'est juste que je lui ai vraiment promis et je voulais lui faire plaisir. Léa, oui. Bah déjà tu dis bonjour. 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 Là, maintenant que j'ai réussi à te récupérer, que tu es fan des Kings, quel est ton joueur préféré? Fox. D'accord. Et après? Monk. Monk. Et Sabonis. Et Sabonis. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va être All-Star cette année? Oui. Ouais, on espère, hein, logique. D'accord, ok. C'est tout, merci, tu peux y aller. Merci. Dis-nous, Léa, t'es fan de qui avant? Ah non, ça faut pas demander. Faut pas le dire dans ce genre de podcast. Mais tu supportes qui avant? Avant que je te récupère chez les Kings, tu étais pour qui? Les Warriors. Tu peux dégager. Merci. Ça aurait pu être encore pire. Ça sera coupé. La deuxième, ils sont fous parce qu'ils ont perdu, mais ça a été pire. Bon, voilà, on va reprendre les choses correctement. C'est le 25e match ou 26e match de la saison, si je dis pas de bêtises. Petit bilan. Après le dernier épisode où on était sur une bonne dynamique, on est plutôt pas mal. Bah, en fait, ouais, on est même mieux que l'année dernière. Je sais pas, après 26 matchs, mais après 25 matchs, il y a une victoire d'écart par rapport à l'année dernière, ce qui en fait encore une fois le meilleur démarrage après 25 matchs depuis la saison 2004-2005, si je dis pas de bêtises. Ouais, je viens de regarder, on était à 14-12 la saison dernière. Et là, on est à 16-10. D'accord, donc ouais, très bien. Donc vraiment, on est au-dessus des 2 victoires par rapport à la saison dernière. Ce qui quand même est vachement positif quand on regarde le nombre d'absences qu'il y a eu. Je crois que j'avais fait le calcul, on était à 11 ou 12 matchs sans au moins un membre du 5 majeur depuis le début de la saison. Donc, tu peux même compter 16 matchs en l'absence d'Harrison Barnes. Ah, c'est ça, ouais. La petite balle gratos d'entrée. Ah, c'est gratuit. Dit. En même temps, c'est factuel. Hein. Donc, pour le coup, il nous sort un match de temps en temps là pour se faire montrer vite fait. Puis après, il repart dans les méandres du basket. Ouais, c'est quand il décide de jouer, lui. Hein, mais non, mais vraiment, je trouve que le high test, comme on dit, ça fait un début de saison assez. Je trouvais que c'était assez en dents de scie et pas forcément satisfaisant. Et puis au final, quand on regarde le bilan, en fait, on est mieux. Au niveau des stats, on n'a pas encore l'efficacité qu'avait l'attaque l'année dernière, mais elle remonte bien en flèche. On commence à être dans le top 10 des meilleures attaques de la ligue. Donc, en fait, les voyants sont au vert, j'ai envie de dire, si ce n'est qu'on s'est pris une petite branlée hier soir contre les Celtics. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Mais voilà, il n'y a pas de quoi s'alarmer, quoi. Au-delà de ça, je vais reprendre un peu ce que tu avais dit, Flo, et on en discutait là sur Twitter. Au-delà des résultats, tu disais que tu ressentais un peu ce qu'on avait vécu avec l'âge d'or des Kings. Et c'est vrai que même s'il y a des résultats, même s'il y a des matchs où on se prend des roustes, et ça on pourra en reparler, tu as toujours l'impression que cette équipe, il n'y a pas de fissure. C'est ce qu'on parlait là, c'était hier ou avant-hier. Donc si tu pouvais développer pour les gens qui nous écoutent, mon cher Flo. Ouais, bien sûr. Ouais, je trouve, enfin,
Bon, c'était déjà le cas l'année dernière et ça se confirme encore cette année. Je trouve qu'il y a l'équipe dans son ensemble, les joueurs, le coach, ils ont un capital sympathique qui est énorme. Tu sens que vraiment que le groupe est super sain, que le groupe est hyper altruiste, qu'il vit bien. Et, ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que ce groupe, il a une vraie âme, une vraie personnalité. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on met peut-être pas assez en avant. Euh, pour les plus jeunes, alors là, je parle à Olive, à Titouan et tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas Et moi connu aussi, l'équipe, moi. Je suis jeune, moi aussi. qui n'ont pas connu l'époque dorée 99-2004. Même si cette équipe, elle était flamboyante, elle allait assez loin en playoff, au final, elle n'est pas allée en finale, elle n'a rien gagné. Mais ça n'empêche que 20 ans plus tard, elle reste dans nos cœurs, tu vois, comme une superbe équipe, comme un super souvenir. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans les Kings depuis l'année dernière. Vraiment un groupe super sympa que tu as envie de supporter, que tu as envie d'aimer, quels que soient les résultats. Et donc mon message de vieux sage Papy Lamoral, c'est aux plus jeunes, qui fait ça, parce que, comme je dis souvent, il n'y a qu'une seule équipe qui est championne chaque saison. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 29 qui ont perdu leur saison et qui sont à jeter, quoi. En tant que supporter, voilà, si tu as une équipe qui vraiment te procure des émotions et qui te donne de l'espoir, bah, au final, c'est le plus important. Et après, si elle arrive à aller au bout, tant mieux. Si elle n'y arrive pas, bah, elle te laissera quand même des super souvenirs. C'est beau. Je trouve ça très très beau comme message. On va transférer là, on va cut et on va l'envoyer aux fans des Pistons. Je suis pas sûr. On va la transférer. Moi, le seul truc, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est, on en parlait là juste avant de commencer l'enregistrement, c'est nos défaites. Parce qu'on en a perdu 10 et sur les 10, on s'est pris des sacrés roustes. Et c'est ce qui me dérange un peu cette saison, c'est que on avait l'habitude avec les Kings, même quand c'était pas une équipe flamboyante, c'est que on était mené, mais qu'on arrivait à faire illusion dans le quatrième. Vous vous souvenez de ça, certainement, Ouais, Olive, complètement. Flo et peut-être toi, Titouan. Et On- ouais, on- tu remontais dans le quatrième et à la fin tu disais oh, on a perdu, Ouais, mais non, ouais, c'est ça, une victoire morale. C'est la c'est une fameuse victoire victoire morale. Il y en a eu beaucoup. Tout ce qu'on fait. Et j'ai l'impression que cette année, on n'arrive pas à faire ça, par contre. On se prend, même si on va beaucoup mieux dans le troisième, chose qui était vraiment quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire, on se prenait des rousses dans le troisième. Là, j'ai l'impression qu'une fois qu'on est décroché, je ne sais pas si c'est une question de mental, je ne sais pas si c'est une question de repos pour les prochains matchs parce que la saison est longue. Mais quand on perd. Nos défaites sont de 16 points d'écart de moyenne. Voilà, voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est mental ou si. Je ne sais pas. Mais il y a un truc que tu sais que quand tu perds de 10, voire de 15 à la mi-temps, tu peux aller te recoucher, il n'y a pas de souci. Le résultat, il ne va pas changer. Mis à part ce fameux match exceptionnel contre les Warriors. Ouais, voilà, j'allais dire ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Du coup, il y a une seule fois où on a remonté un écart monstrueux, je crois que c'était de 24 ou 25 points. 24, ouais. 24 au milieu du troisième. Ce qui fait que 2 jours après, quand on était mené de 24 ou 25 contre les Clippers, je me suis dit, oh, allez, ils vont peut-être nous ressortir un comeback. Et puis, bon, je me suis fini à la Javel 1 heure après. Mais voilà, après tout le reste des matchs, c'est vraiment. J'ai quand même pas, j'ai pas cette impression quand même qu'on lâche complètement les matchs en fin de match. Tu vois ce que je veux dire, comme on aurait pu le faire avant, où tu dis, ouais, elles sont menées, on est mené, le match est perdu, on va complètement lâcher l'affaire. J'ai pas cette impression qu'on lâche complètement l'affaire parce que c'est pas la mentalité du groupe ni la mentalité qu'essaye d'insuffler Mac Brown. Mais il y a un vrai truc qui se passe qui est très bizarre quand même quand on commence à être mené de beaucoup et qu'on est incapable de remonter, quoi. C'est pour ça que je parle de mental, parce que 16 points d'écart, c'est énorme. C'est que des blow-out, en fait. Quasiment. Je crois qu'il n'y a Vraiment, que c'est 3 vraiment- matchs où on perd de moins de 10 points sur les défaites. Ouais, juste comme ça, tu dois avoir les Warriors et Warriors, Les Warriors de Pélicans, moins 1 en début de peut-être, saison, là, en tout début de saison. Mm. Les défaites là où Fox n'était pas là. Mais c'est très compliqué de voir que. Et puis malheureusement, quand le banc n'est pas là, il est vraiment pas là, quoi. Il y en a pas, quand on gagne, c'est génial, tout le monde va bien.
Mais quand on perd, il n'y a pas ce sursaut qui vient du banc, qui nous remet dans le match. Après, voilà, on en a parlé dans l'épisode précédent, pardon, où il y avait des nouveaux qui s'intègrent, machin. Mais là, on est à 2 mois de compétition. Et c'est peut-être la seule ombre au tableau de cette année, parce qu'on fait un super début de saison, mais on perd contre les mêmes adversaires déjà, et ils nous roustent à chaque fois. Flo, t'en penses quoi? Ouais, alors je suis pas allé checker les stats pour confirmer ce que je vais dire. J'ai l'impression que on est encore plus dépendant de notre attaque que l'année dernière. Et en gros, quand l'attaque roule et quand l'adresse roule, bah, tout roule et ça file vers la victoire. Et quand les paniers ont du mal à rentrer, bah, on galère et on n'a pas la défense pour assurer derrière. Et du coup, on file vers la rouste. Alors voilà, encore une fois, j'ai pas vérifié les stats, faudrait le vérifier. J'ai l'impression aussi qu'on shoot beaucoup plus à 3 points que la saison dernière, avec une adresse qui est fluctuante. Hurter, Keegan, on a vu que ça va, ça vient. Et du coup, que les Kings sont très dépendants de leur adresse de loin dans leur jeu en général et donc dans les résultats, dans les victoires. Ouais, au Hertha, on va commencer à ouvrir un petit dossier là, parce que le copain là, c'est pas tant qu'il est très maladroit, c'est que j'ai l'impression qu'il prend vraiment pas beaucoup de tirs. Si tu regardes par exemple le box score de cette nuit, je pense qu'il prend 4 ou 5 tirs, qu'il joue pas beaucoup. Il y a des matchs il entend 3-4 maximum derrière l'arc. Enfin, je trouve Il en que prend des deux fois, cette nuit. il est pas souvent, je trouve qu'il est peut-être un peu moins impliqué, et les matchs où il en prend beaucoup, il est moins adroit. Il y a Bon, peut-être aussi après, le fait que Fox en prenne beaucoup plus. Fox en prend plus et Fox les met en plus. Donc, il est sur des bases à 3 points, là aussi, il faut en parler, qui sont complètement exceptionnelles, quoi. Je crois je sais pas Il y a combien, 40% là, hein. il y a 40% à 3 points sur Avec un probablement volume, 7 ou 8 tentatives, un truc comme ouais, ça. plus de 8 tentatives par match. Ouais. Cette nuit, il fait un joli 6 sur 8 en première mi-temps. Mais il commence le match par un 4 sur 4 et finit la mi-temps, le match même à 6 sur 8. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique que Werther en prenne moins. Barnes, il en prend toujours autant dans son corner, là, en même temps, il fait que ça. Voilà, donc, tout le monde shoot dans cette équipe. Donc forcément, le fait que tout le monde shoot avec un volume de tir comme Monk est sur le terrain, il en prend pas mal aussi. Il y a forcément quelqu'un qui empathie, et là, c'est Werther. Mais cependant, j'ai l'impression que Werther, il fait autre chose. Contrairement peut-être à Barnes ces derniers temps. Je trouve qu'il va mieux au panier. Werther, il arrive à aller drive ça fonctionne très bien, là, son pick and roll avec Sabonis. Donc il apporte. Donc Werther, on peut ouvrir le dossier parce que c'est un shooter. Il nous a montré la saison Ouais, dernière il a un petit slump, ouais. Bon, qu'il était en feu. Mais oui, effectivement, comparé à ce qu'on peut attendre de lui, c'est beaucoup plus compliqué. j'avais vu des stats avancées, justement, tu parles des drives de Werther, où du coup, où il était un indicateur qu'on appelle la shot quality, qui est du coup le degré d'ouverture des drives qu'il a vers le cercle. Je ne sais pas comment le dire en français, c'est extrêmement mal traduit, je suis désolé. Mais du coup, en fait, c'est la facilité, voilà, la facilité des paniers qu'il a quand il va au cercle. C'est-à-dire qu'il va être grand ouvert et du coup, voilà, tu parles de son jeu à deux avec Sabonis. Et c'est souvent, ça vient de là, ce qui fait d'excellents cuts, qui se trouve très bien avec Sabonis et qui, du coup, il a des lay-ups très grands ouverts sous le cercle quand il en a. Et voilà, il est capable de dégainer un petit peu à mi-distance aussi. Voilà, il a un peu varié son jeu depuis qu'il arrive à Sacramento, on l'a vu, et du coup, c'est plutôt positif pour quand il est dans des slums comme ça où il met pas vraiment à 3 points, quoi. Puis Et en l'année parlant de dernière, 3 il points, est. pardon, Titon, vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais c'est parce que l'année dernière, quand même, je regardais les stats. L'année dernière, il tourne à 50%, je crois, dans les premiers matchs, ce qui est Jusqu'en clairement mars, à peu près. abusé, ouais, jusqu'en Ouais. mars. Là, il est à un truc genre 37%, je pense. Mais c'est ce que tu disais aussi, ouais, il change son jeu et il prend plus de rebonds. Sûrement que Brown lui a demandé la même chose qu'à Keegan, c'est d'aller plus chercher des rebonds quand justement tu es plus en galère au shoot. Et de ce côté-là, il continue d'apporter là où d'autres pourraient juste s'effondrer dans le shoot et complètement arrêter. Au-delà de ça, 37% en NBA, c'est pas. C'est loin d'être honteux quand même, hein, Ouais, ouais. voilà, c'est Oui. loin Faut d'être quand honteux. même garder toutes les proportions, ouais. Mais c'est Ce qu'il y sûr a, c'est que c'est très inégal avec Hurter. En tout début de saison, il mettait Ouais. rien. Après, il a eu une période où il était à 50-60%. Et puis là, sur les derniers matchs, de nouveau, il met plus rien. Depuis que Donc c'est un Kevin peu Durant tout ou avait rien, dit, quoi. Ouais. Kevin Durant avait dit la saison dernière qu'il était sur la saison dernière à la même échelle qu'un Curry ou qu'un Clay, le mec,
on l'a un peu perdu, c'est dommage. Mais en parlant de shoot à 3 points, forcément, on va ouvrir le dossier du match de Keegan Murray. Il faut en parler quand même. Wow. Allez, C'était. détendez-vous la mâchoire. Je rappelle, 47 points, 12 sur 15 à 3 points, en enchaînant 11 shoots de suite, avec des positions pas faciles, hein, dont celui qui met dans le corner là. Celui dans le corner, Avec la planche. Je me suis dit, voilà. c'est la main chaude. Ça, c'est le syndrome, il met tout, quoi. C'est ce que j'avais tweeté en reprenant l'épisode de Trash Talk qui est le mythe de la main chaude. Bah là, pour le coup, Là, on est dans la zone, quoi. On est vraiment dans un manga Kuroko Basket où le mec, il prenait tout et n'importe quoi. Ouais, je sais pas si vous avez vu le match en live, mais bon, quand vous avez vu le match, dites-moi votre réaction surtout. Moi, je l'ai vu en live, hein, donc autant vous dire. Vu en live aussi, pour le coup, et vraiment, j'essaye de pas trop être dans la culture de l'instant, j'essaye de m'en détacher le plus possible, mais je pense que c'est une des performances offensives le plus impressionnante que j'ai vues individuellement depuis que je suis les Kings, probablement. Parce que voir un mec qui allume autant, 12 sur 15 quand même. On ne parle pas de 12 sur 24 ou 25 comme quand Curry ou Klay Thompson ils tapent des 13 ou 14 3 points marqués sur des volumes beaucoup plus grands. Là, on parle d'un 12 sur 15, dont 11 tirs d'affilée, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la NBA. Le précédent record était à 10, je crois. Voilà. 7 dans le troisième, hein, de mémoire. 7 sur 7 dans le troisième. Ouais. Le troisième, il met 26 points à 7 sur 7 de loin, ce qui il n'y a pas si longtemps que ça aurait été un record NBA aussi de points sur un quart-temps. Là, c'est un record il a multiplié du coup les records de franchise. Et ce match-là, c'était une expérience, quoi. Il met 47 points avec 4 lancés. Hein. Ça, on le dit pas assez. C'est monstrueux, quoi. Il était à 45 points à la fin du troisième. Le quatrième, on l'a pas trop vu. Il n'a pas trop joué parce que on était bien. Mais en 45 points en 3 cartons, quoi. Ouais. Et pour une fois, ce qui fait plaisir, c'est que c'est pas nous qui encaissons ce genre de record à la con là où oui, c'est vrai. Prend une pluie de 3 points. Pour une fois, c'est nous qui le mettons. C'est bien d'être du bon côté du record de temps en temps, quand même. Mais c'est là que Keegan Murray, mine de rien, même si aussi à la URTR il est un peu irrégulier, il arrive à te sortir des perfs comme ça et à péter des records de partout, quoi. Pour rebondir sur ce qu'a dit Flo, j'ai fait la recherche sur la stat, et du coup, dans l'histoire de la NBA, il n'y avait jamais personne qui avait marqué plus de 45 points en prenant moins de 25 tirs et moins de 5 lancers francs. Donc ça donne un peu quand même l'indicateur d'efficacité qu'il a eu sur ce match. Même si 12-3 points, ça reste très impressionnant, mais voilà, il y a eu ces dernières années quand même beaucoup de perfs qui ont oscillé entre 10, 11 et tout, donc il y a pas mal de joueurs qui l'ont réussi, notamment Lavine, Lillard, etc. Et voilà, avec cette efficacité à 80% de réussite, ça n'avait jamais été fait dans l'histoire de la NBA. Il faut quand même lui attribuer ses lauriers parce que c'est vraiment impressionnant, quoi. Clairement, c'est une des plus... La stat parle d'elle-même, hein, le record de 11 paniers réussis à 3 points d'affilée, mais c'est clairement une des prestations les plus impressionnantes au shoot de l'histoire de la NBA. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez tous vu la réaction de Stephen Curry là, en conférence de presse, quand on lui annonce que Keegan est à 12 sur 13 à la fin du troisième quart-temps. Et là, tu as Stephen Curry, il a quoi? Bon, quand tu as le meilleur shooter de l'histoire de la NBA qui bug sur une telle performance, tu peux te dire, ouais, ok, c'est pas mal. Il rigolait, mais tu sentais la petite goutte de sueur parce qu'il voulait pas se faire taper son record au-dessus de Klay Thompson aussi. Donc, et il est content pour Murray, tu vois ce que je veux dire. Il pourrait faire un peu le haineux, machin, mais tu vois qu'il est vraiment content pour lui, quoi. Dis-toi, t'en as pensé quoi de ce fameux match? Alors moi, j'ai dormi cette nuit-là parce que je me suis dit match contre le Jazz, Pat Fox. Je me suis réveillé, j'ai vu 47 points. Je fais OK, on va aller regarder les replays. Et c'est vraiment... En fait, c'était abusé. J'avais cette sensation, j'avais le sourire vraiment. Juste la petite sensation dans le ventre, tu regardes et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il prend la balle, il shoot et c'est comme si c'était automatique. Et en plus, c'est Keegan, donc avec son allure de oh, c'est tranquille, c'est rien. Il prend les shoots, ça rentre. Et je me souviens, je regardais les replays du coup à la pause. Et j'avais un collègue à moi qui regarde pas du tout de basket. Et il me regardait, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce monstre? Est-ce que c'est le nouveau Stephen Curry? Et j'étais là juste, il n'y a pas de mots en fait. Il faut juste regarder et profiter du moment parce que comme ce que disait Flo, il faut juste kiffer et se dire putain, on a vécu ça, quoi.
Ça vient d'un joueur en plus qu'on n'attendait pas forcément à prendre un tel coup de chaud, quoi. Il a réussi des matchs où il en mettait 5-6 en prenant 8-9, tu vois. Voilà, c'était déjà un très bon rapport, de réussite. Et moi, je m'attendais absolument pas à ce qu'un jour il pète complètement un plomb et il prenne ses tirs comme ça. En plus, c'est pas trop son genre de croquer entre guillemets. Donc le voir prendre 15 tirs comme ça il a dit lui-même en interview après, il a dit j'ai blackout et puis je me souviens plus, genre pendant un moment j'étais plus dans mon corps, genre c'était lui, quoi. Il tirait, il était là, ouais, c'était fou, c'était vraiment fou, vraiment, c'est incroyable à voir en direct et même en replay, genre je me suis régalé toute la journée après, c'est trop dingue de pouvoir expérimenter un truc comme ça. Surtout que son shoot, il n'est pas hyper rapide en vrai. Hein. Il dégaine pas Ah très vite. non, Hein. pas tellement. Mais Par contre, son geste est hyper court en fait. Donc, je sais pas comment dire. En fait, c'est que il dégaine pas vite, mais finalement, la durée de son geste est assez rapide. Après, juste pour finir sur ce sujet, et je rebondis sur ce que disait Flo tout à l'heure pour l'esprit d'équipe, c'est que tu voyais que tout le monde était hyper content, machin. À la fin, tu vois, Monk et je sais plus qui lui parle, et sa seule réaction, c'est ouais, merci les gars. Tu vois, vraiment, il est vraiment dans son personnage. Et même après le match, quand c'est Monk, je crois, qui a été interviewé par le speaker, ils arrivent toujours à se chambrer, tu vois. Ouais, Il s'est chambré avec Fox, en disant, ouais, machin, j'ai fait ton record de carrière que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Fox qui lui répond, oui, mais moi j'ai plus de points, j'ai plus de matchs à 40 points et plus. Voilà, ça fait vraiment partie de cette équipe qui s'entend très bien et qui vit très bien. Surtout quand on sait que Fox et Keegan Murray ont passé beaucoup de temps ensemble cet été, quoi. Oh, bah, ça se voit que le boulot de Fox à 3 points a aussi porté sur Keegan un peu. Depuis qu'on apprend qu'il a signé avec Curry Brown, le mec c'est devenu un méga sniper, quoi. Donc ouais, non, c'est une folie. Il a travaillé surtout, il disait avec l'assistant Luke Laux, avec qui il est très proche. Ils ont travaillé tout l'été sur son tir à 3 points et pour le coup, t'as pas une vidéo qui est sortie, t'as pas un machin, t'as pas un truc, mais derrière, bam, t'as un mec qui assure, quoi. Donc la théorie de Flo se vérifie, mais par opposition, il a travaillé dans l'ombre et ça a porté ses fruits. Donc pour le coup, on a l'impression qu'il passe quand même encore un step cette année, quoi. C'est assez fou. Comme a dit Fox lors de la dernière victoire, c'est sûr que quand Fox, Sabonis et Keegan Murray sont en forme en même temps, on va même rajouter Monk, hein, qui est vraiment un scoreur dans cette équipe. Bah, c'est vrai que finalement, cette équipe, elle est difficile à battre par le rythme qu'elle met. Et si en plus, il suffit qu'il soit un minimum adroit, pour aller chercher les Kings, c'est difficile. Hein. C'est ce qu'avaient dit d'ailleurs les Wolves lors de la première confrontation. On en avait parlé sur le podcast précédent, qui disait qu'ils ne s'attendaient pas à se taper un tel rythme. Et c'est sûr que quand ces trois-là sont en forme, je ne sais pas si on peut parler de Butry parce que Keegan, il est tellement pas dans ce délire-là. Mais on a quand même un espèce de triangle de joueurs où, quand ils sont en forme, bah, pour ma part, enfin ça c'est juste mon avis personnel, ils n'ont rien à envier à peut-être d'autres trios de la ligue. Ouais, non, mais en plus, le truc, c'est que au dehors de ces trois, là, ça peut venir de partout. Tu as parlé de Monk, Monk sur n'importe quel match, lui, c'est pareil. Il peut blackout et commencer à tirer dans tous les sens et mettre 30 points, 35 points. Ou Hurter, il peut pareil, il peut commencer à prendre feu. T'as plein de mecs sur le banc comme ça qui peuvent apporter aussi. Donc, au-delà de ce Big Three, entre guillemets, il y a quand même, je trouve, sur le banc, pas mal d'éléments intéressants. Et tu l'avais dit, je sais plus si c'était dans un podcast ou en tweet, que voilà, Mike Brown était très fort pour trouver le joueur qui, dans un match, allait faire la différence. Une fois, c'était Vizenkov, une fois, ça a été, je sais pas, Duarte ou Keon Ellis, ou j'en sais rien. Et ça, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette profondeur de banc, quoi. J'attends encore le match de fusion de Sacha Vezenkov, même s'il a fait plusieurs matchs où il a vraiment apporté. J'attends vraiment le match où il va prendre feu et qu'il va balancer un 5 sur 6 à 3 points. Là. Ouais. Style en vrai. Hein. Hein En vrai, je suis pas sûr que ce soit vraiment son style. Il n'a pas le même rôle qu'à l'Olympiakos, hein, forcément, mais tu vois qu'il y a certains matchs où il peut prendre les tirs qu'il aurait pris en Euroleague et qu'il les prend pas encore.
Après, je trouve quand même que pour les temps de jeu qu'il a, il a un volume de tir qui est quand même assez intéressant, quoi. Genre, tu vas le voir jouer 8 minutes, il va prendre 3-4 tirs à 3 points, quoi. Et tu vois, ce qui est quand même déjà beaucoup, quoi. Donc, voilà, ouais, c'est sûr qu'il prendra pas feu, il va pas t'enchaîner des 5-6 3 points comme ça sur des petits temps de jeu, mais je trouve quand même que dès qu'il rentre, il a vraiment des vraies bonnes intentions. Le vrai QI basket, toutes ses coupes vers le panier, son jeu off-ball, tout ça, c'était pas des légendes. Il s'est quand même très rapidement adapté la NBA. C'est pas un si mauvais défenseur en plus, hein. Non, non, En, je en trouve Europe, en Europe, on nous l'a vendu comme une passoire, et puis au final, c'est loin d'être le pire défenseur de l'équipe, même au contraire, il a plutôt des bonnes mains, un bon sens de l'anticipation. Donc moi, je suis quand même vraiment plutôt agréablement surpris par Vezenkov sur cette première partie de saison. J'avais le prochain sujet dont je voulais aborder avec vous. C'est sur les décisions de Mike Brown qui a resserré le roster. On savait que Davion Mitchell ne jouait plus. Mm. Et là, ces derniers temps, Duarte ne joue plus. Il a rejoint le gang des serreurs de banc. Et même Magui a de moins en moins de temps de jeu. Vous pensez parce que ça prépare un trade, même si Duarte, je crois qu'on ne peut pas le trade avant 6 mois, un truc comme ça. Parce qu'il a signé cet été, un délire comme ça. Où il a décidé vraiment de resserrer sa rotation, même s'il sort des fois vraiment des joueurs de son chapeau. Toscano, il est arrivé, mais il a joué vite fait. C'est vraiment la rotation est vraiment serrée en sortant de banc. Tu as du Monk, tu as du Ellis, Vezenkov et Lyles, qui d'ailleurs son retour fait un bien fou. Et je suis content d'avoir eu raison lors du dernier podcast. Et voilà, il y a des joueurs qui sont passés à la trappe. Mitchell, on le savait. On sait qu'il sera dans le prochain trade, hein, il n'y a pas de mystère. Mais voir Duarte, voir McGee qui sont arrivés cet été pour avoir aussi un certain rôle, ça paraît bizarre. Ouais, Magui, je trouve que ça dépend surtout des match-ups. Je trouve quand même il a quand même eu un rôle un peu plus régulier que certains autres joueurs comme Duarte qu'on n'a plus vu à part dans les garbage time depuis plusieurs matchs. Il y a des matchs où il était titulaire, maintenant on le voit carrément plus. Mais non, Magui, pour moi, c'est une question de match-up, même si des fois, quand il rentre, des fois, on se demande s'il a un peu de l'eau tiède dans le cerveau. Mais voilà, les mecs de bout de banc, Mitchell, clairement, moi, je m'attendais pas à ce qu'il finisse comme ça. Je m'attendais pas à être aussi surpris par Keon Ellis. On peut en parler, ça peut être un autre sujet, parce que vraiment, il a été. C'est mon prochain sujet, justement. Voilà, trop fort. La connexion mentale. Et ouais, du coup, vraiment, son éclosion cette saison est vraiment super intéressante. Et du coup, c'est un moins bon défenseur sur l'homme que Davion Mitchell, mais il est quand même plus complet, il est quand même plus. Il s'intègre beaucoup mieux à l'attaque, il est long, etc. Donc, ouais, il a de vrais bons apports et je trouve que je suis content quand même qu'enfin on ait décelé, on ait trouvé une petite pépite comme ça en undrafted et qu'il ait du temps de jeu. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut déceler ce genre de joueur. Après, Et pour Magui, revenir moi, sur je la le vois. rotation. Vas-y, Vas-y, Flo. Toussaint. Je voulais juste revenir sur les rotations. Je pense que Duarte et Magui font aussi les frais du retour de Lyles, qui prend des minutes sur les ailes et puis au poste de pivot remplaçant. Et bon, et on sait qu'en NBA, c'est dur de faire jouer tout le monde. Les coachs, ils n'aiment pas trop aller au-delà des rotations de 9-10 joueurs. Ils aiment bien quand même garder une certaine dynamique, une certaine habitude. Donc après, voilà, je pense que c'est surtout dû à ça. Et voilà, Brown, il a décidé d'intégrer Lyles et Vezenkov en rotation principale, plus Keon Ellis. Et puis du coup, voilà, il faut couper les minutes d'autres joueurs en contrepartie. Ouais, puis c'est ce que j'allais dire, le retour de Lyles, mais aussi je vois bien McGee revenir un peu comme un Alex Len l'année dernière qu'on a vu très peu pendant une partie de la saison et qui en fin de saison, on ne sait pas pourquoi, est revenu. Brown l'a remis dans la rotation et à qui il a fait du bien sur la fin de saison dans ses entrées. Donc je pense que McGee pourrait avoir ce rôle-là, même si ouais, parfois tu as un peu l'impression qu'il réfléchit pas du tout à ce qu'il est en train de faire, quoi.
Ouais, c'est un peu de l'impro, des fois, tu le sens, mais il peut faire du bien quand même sur des séquences où voilà, il va te sortir un ou deux contres, il va te claquer un alley-oop et tout. Donc sur des courtes séquences de jeu, il peut insuffler un petit truc en sortie de banc. Je trouve ça qui est plutôt intéressant. Après, c'est pas forcément le pivot d'expérience qui va faire la différence sur un match de play-off ou un truc comme ça, mais il peut te sortir ce petit truc en sortie de banc. Quand même content de l'avoir. Oui, surtout pour le vestiaire. Du coup, la transition que tu l'as faite tout à l'heure, Olive. Qu'est-ce qu'on attend pour donner un vrai contrat à Keanu Ellis? Le problème, c'est qu'il n'y a il y a plus de place dans le roster, du coup. Le Voilà, problème, maintenant, avec Toscano, ouais, c'est que, C'est peut-être la surprise, le fait d'avoir vu Juan Toscano Anderson arriver, alors que si on file pas un contrat à Keanu Ellis, au bout de 50 matchs, ciao quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment embêtant quand même de le renvoyer en G-League, alors qu'il montre de plus en plus qu'il a un vrai bon niveau NBA, quoi, qui peut assurer parmi les premiers joueurs de rotation d'une équipe qui gagne. Donc, non, je pense que quand même. Enfin, il va y avoir un move, et de toute façon, d'ici la deadline ou je ne sais quoi, il y a quelqu'un qui va être coupé, ou je sais pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas un monde où tu donnes pas un contrat à Keanu, c'est juste pas possible, quoi. Surtout qu'il rentre de plus en plus tôt dans les matchs, hein. Cette nuit, il est rentré assez rapidement, les derniers matchs aussi. Il y a juste un petit truc qu'il va devoir faire, c'est peut-être se calmer, parce que je crois que c'est le deuxième match de suite au point technique. Il avait été même Ah bon? expulsé. Ah ouais? Ouais, c'est un peu passé à l'as cette nuit, mais point technique. Après une faute, je crois qu'il est sorti, je crois, le dernier match, où il y a deux matchs. Je sais plus, il a encore ce petit souci, il est peut-être impulsif. Mais de toute façon, je pense qu'on sera tous les quatre d'accord pour dire que Mitchell va être trade et que c'est lui qui va vraiment récupérer le poste de backup, même s'il l'a déjà. On sait que Brown, comme vous l'avez dit lors de la saison, il aime bien réintégrer les joueurs au fur et à mesure. Mais personnellement, je pense que Mitchell s'est plié, qu'on ne le reverra pas, quoi. Après, il se garde peut-être le truc sous le coude pour s'assurer que Keanu Ellis, c'est pas un feu de paille, tu vois, aussi. Ça peut arriver aussi avec certains joueurs. Il y a eu des séquences dans la saison où tu t'es dit, on se dit, ah, Chris Duarte, quand même, c'est cool et tout. Et puis, il y a des matchs où il est cataclysmique et il joue plus maintenant, quoi. Donc, il faut attendre de voir vraiment. Je pense qu'il attend de voir sur la durée si, voilà, s'il a ce truc pour s'inscrire sur le long terme dans l'équipe. Après, Mitchell, bye Alors, bye. on est déjà à 26 matchs. Ça va vite, hein. 50 matchs. Non, c'est vrai, t'as raison. Après, froidement, question business, McNair, il a aucun intérêt à lui signer le contrat tout de suite, hein. Il vaut mieux qu'il attende d'arriver juste avant les 50 matchs, et puis parce qu'il peut y avoir une blessure, parce qu'il peut y avoir un move, parce qu'il peut y avoir plein de choses. Donc il vaut mieux qu'il garde toutes ses portes ouvertes, toutes ses clés en main, et puis il signera le contrat, enfin il le transformera le contrat en contrat standard juste quand il faudra, quoi. C'est sûr que. Et c'est ce qu'avait dit Mitchell, hein, en début de saison cet été, en disant il était un peu déçu de ne pas avoir plus joué en playoff, mais qu'il l'expliquait par le fait que offensivement et son shoot extérieur n'était pas bon. Au final, ça se confirme encore cette saison, hein. Son shoot, ça va pas. Enfin, même si, ouais, il y avait un petit mieux, mais Keanu Ellis est beaucoup plus fiable au tir. Du coup, finalement, t'as beau être bon défenseur, on en a besoin, mais c'est pas l'ADN des Kings. Et il empathie et c'est Keanu Ellis qui profite de ça, quoi. Et Kikion, il est non seulement plus fiable au tir, mais même les jours où il va pas mettre de tir, comme je disais avant, il s'intègre beaucoup mieux dans l'attaque. J'ai l'impression quand même que c'est vachement plus fluide que par rapport à Davion Mitchell. Et il a vraiment assuré ce rôle de backup. Les matchs où il est titulaire, où tu vas gagner à OKC, par exemple, où il fait un boulot monstre sur Shai niveau MVP. Et on sait tous que Shai est quasiment indéfendable, qu'il ramasse des pelletés de lancers francs et tout. Et je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti. Donc, sinon, il a ce truc où on sent qu'il est intelligent et qu'il s'intègre vraiment bien dans l'attaque, voilà, qu'il a pris les réflexes et tout. Et c'est aussi pour ça que, même s'il peut être un peu moins bon défenseur sur l'homme que par rapport à Mitchell qui reste élite en NBA, il a un niveau offensif qui est bien meilleur, quoi, et qui peut apporter même s'il met pas ses tirs. Du coup, on va aborder le dernier sujet de la soirée. On va reparler des rumeurs de trade. On a pu lire à droite à gauche que McNair était un peu saoulé de ce que demandait Toronto, donc il a plutôt lâché l'affaire. Mais
l'actualité chaude, entre guillemets, ça reste Zach Lavine, ou Lavine, je sais pas comment vous dites, qui est chez Clutch Sport, qui est l'agence de Jaron Fox, et que c'est de plus en plus insistant que Sacramento est en tête de liste pour pouvoir le récupérer. Lui-même a dit qu'il aimerait bien jouer avec Fox, mais bon, aujourd'hui, on va pas se mentir en NBA qu'il n'aimerait pas jouer avec un meneur comme ça. Ouais, Et c'est pas un argument aujourd'hui. Ouais. non, c'est pas un argument, c'est vrai. Et on en a parlé lors du dernier podcast, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, après, on sait que les trades, ça va vite, hein, on a pu le voir avec Haliburton, que c'est pas la seule, c'est pas la seule piste que l'on ait, mais que finalement Sacramento pourrait, et de toute façon on l'avait dit, on en avait parlé, Sacramento dans toutes les rumeurs du trade possible, mais que finalement peut-être Zach Lavine à Sacramento, ça pourrait finalement avoir du sens. Ouais, ça peut dans le sens où, si tu cherches un truc qui est tout pour l'attaque, quoi, parce que Zach Lavine, vraiment, c'est du genre trou noir en défense. Il n'y a probablement pas mieux en NBA, mais pour le coup, qui peut prendre feu aussi, qui est assez polyvalent en attaque, qui formerait vraiment un duo offensif de feu avec Fox, ça, j'en ai aucun doute. Mais voilà, qu'est-ce que tu dois envoyer en échange, qu'est-ce que tu en attends un petit peu en défense ou quoi, je sais pas. Je suis pas 100% convaincu par un move pour la ville, mais j'entends que ça pourrait avoir de la cohérence si tu as envie de faire un big swing, entre guillemets, qui commencerait qui classerait les Kings dans une catégorie au-dessus, quoi. Après, est-ce que les Kings peuvent se permettre de choper son énorme contrat qui court jusqu'en Ah ouais, tiens, faut en 2026 ou parler. 2027 à plus de 40 millions la saison, sachant que ils ont déjà Sabonis qui est dans ces eaux-là, que Fox va bientôt demander son extension Supermax. Ouais. Ça veut dire si tu prends Lavine en plus à 40 millions, après tu es hard capé, tu peux plus rien faire. Est-ce que c'est vraiment un trio qui peut faire de toi un prétendant au titre? Moi, j'ai de gros doutes là-dessus. Il y a Monk aussi à re-signer, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, à la fin de la saison, ouais. Exact. Donc voilà, il y a quand même ce paramètre qui est important à prendre en compte. Voilà. Moi, mon impression, mais j'ai rien pour le prouver, mais c'est que les rumeurs, elles viennent plus du camp Lavine que du camp Kings. Mais bon, après, c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux dans toutes les rumeurs entre ce que les agents créent, ce que les médias essayent de faire comme buzz, de ce qui est réel. Bon, on verra. J'avais lu un truc, et tu vas me dire ce que tu en penses, Tito. J'avais lu un truc justement qui disait ces derniers temps que maintenant qu'on a stabilisé plutôt une défense correcte, où on est au milieu de tableau NBA, bah que Mike Brown aimerait encore plus développer, aller encore plus en avant au niveau offensif. Donc, tu vois, les propos qui sont donnés avec un joueur aussi offensif que Zach Lavine, je me dis que finalement, même si tu as raison, Flo, en termes de contrat, ça risque de bloquer, que, bah, tu vois, les paroles avec ce qui est un peu dans les tuyaux, c'est comme tu dis, c'est que des rumeurs, hein. Mais si on essaie de pousser plus l'attaque, sachant qu'on a réussi plus ou moins à stabiliser une défense plutôt passable, on va dire, ça peut être plutôt pas mal. Je pense que déjà stabiliser la défense, là ces derniers temps, c'est un peu redescendu. Je crois qu'on est descendu 22e ou quelque chose dans la défense. Donc Les 2 derniers matchs, c'est vilain. ouais, Ouais, les ça, derniers, ils ça a nous ont un pas peu aidé. mis dedans. Et ouais, moi je pense que à l'idée d'avoir un 5, bon, je suppose que Barnes partirait, mais t'as un S'il te plaît, oui, Fox, je t'en Lavine, supplie. pitié, Fox, Lavine, Keegan et t'as Sabonis et je sais pas qui en 4. Ça a quand même de la gueule dans un petit marché, mais le truc c'est que derrière au niveau du contrat, bah, ça te met dedans de fou. 2027, ça veut dire qu'entre-temps, il faut re-signer Keegan. T'as mis un Supermax à Fox. Est-ce que tu vois pas Keegan devenir un peu ce troisième scoreur à quoi il doit tourner à 24-4 la Vine, avec un aspect défensif en plus dans les années à venir. Donc l'idée me fait un peu kiffer, mais avec du recul, je pense que c'est à moins de pousser attaque, 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 et dans 2 ans on tente un truc, mais après 17 ans sans playoff, je vois pas pourquoi on se pousserait à vouloir gagner en 3 ans alors on peut construire, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, moi, j'aimais bien quand même la piste Toronto, qui est quand même beaucoup plus cohérente en termes de fit. Parce que on le voit, les équipes qui nous ont fait chier cette saison, c'est Houston, c'est New Orleans, c'est les Clippers. C'est que des joueurs qui ont des ailiers, qui ont de la longueur. Boston également aussi. Et on se rend compte vraiment sur ces matchs, c'est criant que les Kings, bah, ça manque de taille sur les ailes, encore une fois, même si on est quand même bien mieux lotis qu'avant avec Keegan Murray, avec Lyles, avec Harrison Barnes quand il a envie de jouer. Il te manque quand même un mec élite sur l'aile qui peut défendre 2, 3, 4, qui a de la longueur, hein, typiquement le mec comme Anunoby, quoi. Après, voilà, c'est pareil, on rentre dans les débats. Est-ce que le trade est faisable? Parce que Massa, il va pas demander le Golden One Center en échange. On ne sait pas. Golden State Warriors, nos femmes, nos enfants, il va tout demander. L'État de Et Californie, la présidence des ouais, c'est États-Unis, ça. tout ça. La crypto-monnaie Et c'est le du problème, c'est Golden One. qu'aujourd'hui, quel poste 3 serait disponible avec un contrat qui va pas nous mettre dedans pour la suite. Et je pense que le problème est vraiment là. Bah, c'est ça. Parce qu'Oji, il va falloir le re-signer à un moment donné. Hein, et il va pas demander 8 millions la saison. Bah, si tu le trades, c'est cet été qu'il faut le re-signer, à moins qu'il prenne pour ça. sa player option, mais il n'a pas intérêt à le faire. Donc, bah, Cette année, non. on aura et Monk et Oji, même si je pense que ça, il va se retrouver sans rien au final. Non, mais là, il va être obligé. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas continuer de demander la baraque pour des joueurs en fin de contrat. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. S'ils perdent Siakam et Anunoby dans le même été, ça va Ah ouais. demander sa tête Ça sur commence une pique. déjà. Notre ami Etienne, il risque de se pendre. Il va pas survivre. Donc voilà, le problème, c'est ça, c'est que on a des joueurs à re-signer. On a re-signé déjà Sabonis à plus de 200 millions. Monk, je pense qu'on va quand même lui proposer un truc assez costaud, hein, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, Monk, c'est un. Comment dire? C'est un sixième titulaire, pardon. Un 5,5, on va dire. Donc, on va lui lâcher une baraque. Fox qui veut le Supermax. Qui gagnerait qu'il va falloir re-signer. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que aller choper un poste 3 avec les limites que l'on va avoir à niveau salarial, ça va être compliqué et c'est ce qui me fait peur pour la suite. Forcément sur le marché des trades, hein. De toute façon, on sait que les signatures, il ne faut pas compter dessus, hein, comme d'hab, de toute façon. Mais pour revenir sur ce que tu dis sur Monk, je pense pas forcément qu'il va prendre une blinde, un truc comme ça. Moi, je pense que ce serait bien le genre de joueur à prendre un petit family deal qui serait prêt à baisser un peu son salaire pour rester. Après, voilà, on parle de. Évidemment, ça reste un business, évidemment, il mérite son oseille et tout, mais je pense quand même qu'il a trouvé sa place à Sacramento. Il est avec Fox, il a une fight base qu'il adore, il a un rôle absolument essentiel et tout. Je ne le vois pas. Mais Fox ne fait pas le family contract, là, comme tu dis. C'est vrai, ouais, mais Fox, Supermax, je veux dire. c'est ton franchise player, c'est pas quand même. Je trouve Oui, non, mais Sabonis, quand il a signé son contrat, il a fait genre, allez, je vous mets bien, je vous fais économiser, je sais plus combien, sur de plus de 200 millions. Grand prince. Ouais. Alors, après, il y a un paramètre à prendre en compte concernant Monk, c'est que les Kings sont limités dans ce qu'ils peuvent lui offrir parce que il a que 2 ans d'ancienneté dans l'équipe. Donc, il est l'exception qui prévaudra pour le signer, c'est ce qu'on appelle l'early bird, c'est-à-dire que les Kings ne peuvent pas péter le cap comme ils le veulent pour lui signer un contrat. L'early bird, ça permet quand même de signer à 175% de son année passée, ce qui équivaudrait à un contrat qui commencerait à 17 millions la saison. Voilà, ça c'est le max que les Kings pourront lui offrir. Il prend combien Barnes cette saison? Il doit être dans ces eaux-là, non? 18-19, non? Ouais, il y a 3 ans. Il est 17, ouais, 17. Ouais, c'est le seul contrat de Barnes, ouais, en gros. Ah, voilà, c'est ça. Donc à la rigueur, oui. On va finir cet épisode sur une petite vision des prochains matchs. Prochain match, on fait un back-to-back. On reçoit Phoenix et Minnesota. Après, Minnesota, putain de merde. On va à Portland, on va à Atlanta, on va à Memphis qui ont récupéré Ja Morant et on voit la différence. Et pour commencer l'année, on reçoit Charlotte et Orlando en back-to-back. Vos pronos, les gars. Wow, c'est quoi, t'en as donné 10 là?
sais pas, j'ai donné jusqu'à début janvier. Alors, 1, 2, 3, 4, j'en ai donné 6. 7, pardon. Honnêtement, il faut vraiment aller en chercher 4. Et après, on reçoit Toronto. Après avoir reçu Charlotte et Orlando, on reçoit Toronto, donc ça fait 8. Moi, déjà, le match où la défaite est obligatoire, c'est Minnesota en back-to-back. Là, je pense qu'on va se faire désosser, mais salement. Parce qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo, mais les back-to-back cette saison, c'est cataclysmique. On a pris des pilules en lendemain de back-to-back, alors que la saison dernière, on n'était pas si dégueulasse, si je me souviens bien. Mais bon, sur les matchs-là, il y a quand même des affiches qui sont relativement abordables. Donc, ouais, il faut en prendre 4 sur les 7, quoi. Minimum, je pense. On est d'accord que tout ce qui est Orlando, même Atlanta, où ça, c'est pas au top. Je vais pas dire c'est victoire obligatoire, mais pas loin. Orlando, c'est quasiment bon quand même. C'est pour ça que j'ai pas mis Orlando. Ouais. Surtout que c'est Orlando, il tourne vraiment bien. C'est vraiment une des belles histoires de la saison. C'est pour ça que je les ai pas mis. Mais les Charlotte, Atlanta, tu vois que Phoenix, ça tourne pas super bien en ce moment non plus. Ouais, bon, allez, tout ça, ça doit se prendre. Portland. Tu n'as pas parlé de Portland, mais Portland aussi. Bon. Ouais, tout ça doit se prendre. Il faut essayer d'en engranger un max parce qu'après, à partir du 9 janvier jusqu'à début mars, 6 mars, là, je ne sais pas si vous avez vu le calendrier. Mais Le calendrier de février, c'est une folie furieuse. Il y a genre 80% des matchs à l'extérieur, quoi. C'est un truc de fou. Mais on les gère plutôt bien, les matchs à l'extérieur, finalement. Ouais, après, là, tu as vraiment. Je pense que tu as quand même de la fatigue qui va s'accumuler, là, parce que tu as vraiment deux gros road trips, plus plein d'autres matchs à l'extérieur. Là, il faut engranger maintenant. On ne sait jamais, il y a l'All-Star Weekend au milieu. Ouais. À voir nos représentants lors de ce week-end, mais ça fait un peu souffler. Oui. Il y aura peut-être Fox et Sabonis, mais je pense pas qu'ils réinviteront Kevin Huerter. Il y a des gars qui disent que Sabonis il mérite pas. Ouais. On leur passe la bise, hein, d'ailleurs. Ils se reconnaîtront la bise, mais ils se reconnaîtront. Juste pour terminer, du coup, parce qu'Olive, t'avais mis la stat où en 15-10-5, je crois, c'est ça, ils sont que 3 ou 4. Tu peux répéter ton tweet parce que je m'en souviens plus, je l'ai plus en tête. Ouais, t'as 4 joueurs qui tournent à 15 points, à au moins 15 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne cette saison. C'est Jokic, Embiid, Giannis, qui sont 3 anciens MVP, et Sabonis. Voilà, on va juste finir là-dessus. Je voulais juste terminer comme ça. Pour ceux qui disent que Sabonis, c'est vite fait, quoi. On peut minimiser ce qu'il fait. T'as des médias nationaux dont on ne citera pas le nom pour pas leur faire de la pub parce que c'est des gros nazes, mais qui disent que Sabonis il a les mêmes stats depuis 5 ans. On ne parle pas de trash talk, qui sont nos amis. Non, c'est des médias nationaux américains, je précise. C'est ça. C'est Fox qui a répondu à ce tweet-là, d'ailleurs, qui a dit maintenant la régularité est un défaut ou quelque chose comme ça, je crois. Ouais, exactement. Ouais, non, mais Nikola Jokic, c'est une grosse daube parce que ça fait pareil, ça fait 5 ans qu'ils sortent les mêmes stats tout le temps. Il ne progresse pas, il est nul. Il faudrait que Denver le trade, quoi. On en a marre du 30-10-10. Il n'a même pas réussi à prendre un 3e MVP d'affilée, d'ailleurs, ce gros incapable. Ouais, non, c'est dommage de sous-estimer l'apport qu'il a, parce qu'en fait, dans les débats aujourd'hui, il est toujours parmi les top pivots de la NBA. Je sais pas ce qui fait qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais c'est vraiment. Après, pour moi, ceux qui disent ça, c'est des gars qui regardent juste les stats et qui n'ont jamais vu un match des Kings, parce que tu regardes un match des Kings, tu vois l'importance qu'il a dans le jeu, à quel point c'est un pilier pour l'équipe. C'est impossible de dire qu'il n'est pas utile, quoi. Enfin, et qu'il faudrait le trader. C'est vraiment le non-sens absolu. C'est les mêmes qui te disent Sacramento Kings depuis 5 ans alors que ça fait 5 ans qu'ils suivent la NBA. Tu vois, c'est un peu ça. C'est le même genre de personnage, quoi. Ouais. Bon, du coup, on va s'arrêter là-dessus, messieurs. Ça fait bientôt 1 heure, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était vraiment l'épisode d'avant Noël et d'avant le Nouvel An. On se retrouve en janvier, je suppose. Ouais. On vous souhaite de très bonnes fêtes pour ceux qui fêtent. Et puis,
très bon fin de mois de décembre aux autres et on se retrouve très vite. Messieurs, à bientôt, ce fut un plaisir et à très vite.